Premier intervenant, premier conférencier de ce soir, Pierre Chaillot. Alors Pierre, donc encore une fois, bienvenue. Tu es donc statisticien. Je pense que pas mal d'internautes doivent te connaître parce que tu animes une chaîne YouTube qui s'appelle Décoder l'info, où moi j'ai appris vraiment énormément de choses. Il faut savoir que tu es ancien membre de l'INSEE. Tu as fait de nombreuses publications et donc tu es un vrai spécialiste des chiffres. Et ce soir, si je ne m'abuse, tu vas justement nous parler de ces chiffres qui sont toujours un peu troublants, hein, qu'on nous assène. À une époque, on avait tous les soirs le nombre de morts, et c'est justement de ces morts-là que je crois que tu vas nous parler, de ces 100 000 morts. Oui, alors donc la plupart d'entre vous, je pense, me connaissent probablement pas mes travaux. Donc j'ai en effet une petite chaîne sur YouTube qui s'appelle Décoder l'écho. Donc pour me présenter très rapidement, je suis statisticien et de formation et de métier. Et depuis plus d'1 an maintenant, je télécharge et j'analyse toutes les données officielles de mortalité française. Et toutes mes analyses sont en ligne sous la forme soit d'articles, soit de vidéos, ou les deux. Et à chaque fois, je donne les sources et les calculs que je fais. Donc, mon principal apport pour comprendre la mortalité en 2020 qu'on attribue à la Covid-19, ça a été de proposer des calculs pour prendre en compte l'évolution de l'âge des Français. Et pour mémoire, la principale cause de mortalité aujourd'hui, comme toujours, ça reste l'âge. Et au fur et à mesure qu'on vieillit, on a une probabilité de décéder qui est de plus en plus forte. Mais ça, je pense que je vous apprends rien. Je vais passer sur ma présentation peut-être. Voilà, donc toutes mes analyses jusqu'ici, que vous pourrez retrouver sur ma chaîne, ont consisté à étudier les décès, toutes causes confondues, et pas seulement celles qui étaient étiquetées Covid. Parce que je considère non fiables les données étiquetées seulement Covid. Et je vais vous faire un bref rappel de ce que j'ai pu constater sur les décès toutes causes, et puis je vous montrerai les résultats que j'ai obtenus en comparant les décès toutes causes aux décès Covid, et en particulier ce que j'ai montré dans ma dernière vidéo. Donc, lorsqu'on regarde les décès sur un territoire pendant une certaine période, il est primordial de regarder la population de ce territoire à cette période et de détailler selon l'âge des gens. Ça s'appelle tout simplement faire de la démographie, ce que je dis. On ne peut pas se prétendre démographe si on ne prend pas en compte la population et l'âge des gens dans les calculs qui concernent les décès. En France, s'il y a plus de morts qu'au Luxembourg, c'est parce qu'en France, nous sommes 100 fois plus nombreux qu'au Luxembourg. Tout le monde trouve ça normal. Et s'il y a plus de morts dans un EHPAD que dans une école maternelle, ce n'est pas parce que l'EHPAD est plus dangereux que l'école maternelle, mais parce que les résidents d'un EHPAD sont plus vieux que ceux d'une école maternelle. Donc, pour savoir si en 2020, nous avons vraiment plus de morts que les autres années, il faut regarder si la population n'a pas augmenté et n'a pas vieilli. Donc, voilà un petit rappel. Là, ce que je vous présente sur ce premier graphique de démographie française, c'est ce qu'on appelle une pyramide des âges. Dans une pyramide des âges, classiquement, je ne sais pas si on voit ma souris sur l'écran, mais classiquement, on met les hommes à gauche, qui sont ici sur les courbes bleues, et les femmes à droite. Tout en bas d'une pyramide des âges, on montre les personnes vivantes qui ont 0 ans. Donc, par exemple, sur la courbe bleu foncé ici en 2020, on voit qu'il y a à peu près 320 000 nourrissons de 0 ans vivants en 2020, et en 2017, ils étaient plutôt 340 000. Bon, et plus on monte dans la pyramide des âges, et plus on tombe sur des personnes âgées, et tout en haut, ce sont les centenaires que l'on voit. Donc ici, les pyramides des âges, hommes et femmes, en 2017 et 2020. Donc la première information qu'on a à regarder quand on compare des décès, c'est la population totale, et ce qu'on sait, c'est que la population augmente. Et en 2017, il y avait à peu près 64 600 000 personnes vivantes en France métropolitaine, et en 2020, il y en a 64 897 000, ce qui veut dire qu'on a gagné en l'espace de 3 ans 250 000 personnes. Donc c'est tout à fait normal d'avoir plus de décès en 2020 qu'en 2017, puisqu'on a juste plus de monde. Donc il faut toujours corriger de ça. Il faut quand même aller un peu plus loin, parce qu'il faut quand même se poser la question de savoir si les personnes qu'on a en plus en 2020 qu'en 2017, ce sont des jeunes ou des vieux. Et donc, ce qui se passe depuis quelques années en France, en particulier depuis 2010, c'est qu'on a une génération très très forte qui s'appelle les baby boomers, qui sont les gens qui sont nés entre 1946 et les années 70 et qui commencent à prendre de l'âge et qui ont maintenant, depuis les années 2010, qui commencent à avoir plus de 50, 55, 60 ans. Et donc, ces baby boomers-là commencent à rentrer dans les âges où on commence à décéder.
Et de manière plus précise que ce que j'ai dit, en 3 ans, on a gagné 250 000 personnes, mais en fait, en 3 ans, on a gagné plus de 800 000 personnes de plus de 65 ans et on a perdu 600 000 jeunes. Donc, on a un vieillissement de la population française qui est extrêmement fort ces dernières années. Et donc, on a de plus en plus de décès en France chaque année, et c'est normal, c'est juste la démographie. Ici, vous voyez, j'ai représenté sur ce graphique-là les décès que l'on a en France, les décès bruts qu'on a en France depuis 1962. Donc, on a eu une relative période de stabilité pendant longtemps, et puis depuis 2010 à peu près, depuis la période où nos baby-boomers commencent à rentrer dans les âges où on décède, on a une augmentation assez régulière de la mortalité. Et là, on voit 2020 en rouge, que j'ai mis en rouge, puisqu'elle est présentée comme étant l'année sur laquelle on a eu le plus de morts en France qu'on n'ait jamais eu. Et c'est tout à fait vrai, hein, c'est vraiment l'année sur laquelle on a eu le plus de morts en France. La deuxième année sur laquelle on a eu le plus de morts en France, ben en fait, c'est 2019. L'année d'avant, on a eu plus de morts, c'est 2018, puis 2017, etc. Le nombre de décès, finalement, il augmente chaque année. Donc, là, on voit un saut entre 2019 et 2020, mais ce qu'on dit juste, c'est que c'est normal de battre le record de nombre de décès chaque année, puisque c'est juste la démographie. Donc, la méthode que j'ai proposée dans mes vidéos, c'est une méthode de standardisation pour mettre la même pyramide des âges partout pour vraiment comparer les choses et arrêter de dire qu'on a une période où on a le plus grand nombre de morts jamais connus, si c'est juste parce qu'on a plus de personnes âgées et plus de population. Donc, c'est ce que je vous montre sur le graphique suivant. Voici exactement la même chose, toujours le nombre de morts, mais cette fois-ci en standardisant les décès avec la pyramide des âges de 2020. Et donc là, on raconte plus du tout la même histoire, puisqu'on n'observe plus une augmentation de la mortalité à partir de 2010, mais on continue d'avoir une légère diminution de la mortalité, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de plus en plus de morts. Il y a plus de morts en brut et au total, mais il y a plutôt de moins en moins de morts si on regarde avec l'effet âge. Et au final, le 2020 est bien un peu plus haute que 2019, mais est au niveau 2015, et 2020, c'est la 6e année la moins mortelle de toute l'histoire de la France. Donc ça, il faut avoir ça en tête. L'année 2020, c'est pas un record toute catégorie de mortalité, c'est un record toute catégorie de décès parce qu'on n'a jamais été aussi nombreux et qu'on n'a jamais eu autant de personnes âgées. Donc c'est un record de décès, mais ça n'est pas du tout un record de mortalité. C'est même la 6e année la moins mortelle de toute notre histoire. Donc maintenant qu'on en est là, j'ai fait un peu d'autres travaux un peu plus précis sur ma chaîne où j'ai essayé de voir un peu plus finement ce qu'on voyait sur des périodes de forte mortalité. Donc vous savez tous que dans la période de mars-avril de l'année 2020, on a une très forte période de mortalité qu'on a appelée la première vague. Et je me suis dit que j'allais comparer cette période de mortalité à une autre période de mortalité qu'on avait eue précédemment. Et j'ai pris donc la période de mortalité de 65 jours de la Covid-19, j'ai comparé à une période de 65 jours de mortalité forte, et j'ai pris la grippe 2017. Bon, tout le monde ne meurt pas de la Covid-19, hein, ce sont les décès de toutes causes pendant la période de surmortalité Covid, et en face, j'ai mis la période de surmortalité qu'on attribue à la grippe, où tout le monde ne meurt pas évidemment de la grippe, mais sur laquelle on attribue une certaine surmortalité à la grippe. Et donc, quand on met ces deux courbes-là l'une en face de l'autre et qu'on les étale un petit peu, on se rend compte que les différences sont finalement pas si énormes que ça. Et pendant la période grippale de 2017, on avait eu 132 000 décès, et pendant notre période de Covid-19, on en a eu 134 000. Donc, il y a quand même plus de décès Covid-19 que de grippe. Sauf qu'évidemment, on vient de voir que la population française a bien changé, et on a quand même envie de comparer à la pyramide des âges égale. Et quand on fait cet exercice-là, de comparer à pyramide des âges égale, on tombe sur cette courbe-là. Donc, j'ai mis pour chaque âge le taux de mortalité de cet âge. La courbe orange, ce sont les décès pendant la période Covid, et la courbe violette, ce sont les décès pendant la période de grippe. Et on se rend compte que la courbe violette est tout le temps au-dessus de la courbe orange, ce qui veut dire que les gens sont bien plus décédés pendant la période attribuée à la grippe en 2017 que pendant la période Covid de mars-avril 2020. Il n'y a juste pas photo entre les deux. Les gens sont beaucoup plus morts de la grippe en proportion que de la Covid. Et si on voit une courbe plus haute, c'est juste parce qu'on a beaucoup plus de personnes âgées et de population en 2020 qu'en 2017, quand on regarde les chiffres bruts. Donc, force de ce constat, il y a un moment où on se dit... Donc, je ne voulais pas jusqu'ici aller regarder et traiter les décès Covid, puisque je considérais que ça ne représentait absolument rien, et qu'avec la mortalité de toute cause, on voyait bien quand même que globalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Bon, j'ai fini par y aller, et j'ai fait un exercice qui a été
d'essayer de regarder quelle était la part des décès Covid dans la mortalité toute cause. Et j'avoue que je suis un peu tombé de ma chaise. Quand je m'attendais à avoir des données pas terribles, mais à ce point-là, c'était quand même assez incroyable. Donc, la première chose à faire quand même, c'est de rappeler un peu les nombres de décès Covid. Donc là, c'est le 16 avril, je crois. Il y a eu énormément de publicité dans les médias pour se demander s'il fallait fêter le 100 millième décédé de la Covid de manière officielle. C'était le 16 avril. Donc ici, je vous ai mis le graphique où je démarre depuis le premier décès de la Covid, donc c'était fin mars 2020, jusqu'au mois d'avril, on a dépassé les 100 000, et ça, c'est la courbe orange. Et en bleu, en face, au-dessus, je vous ai mis les décès totaux exactement sur la même période, pour qu'on se rende bien compte que sur cette période-là, on attribue en tout cas 100 000 décès à la Covid, mais qu'en France, il est décédé sur la même période 750 000 personnes. Donc sur ce total, sur 750 000 personnes, il y en a 650 000 dont personne n'en a rien à carrer. Il n'y a pas du tout le moindre titre de journal pour en parler. Et du coup, on fait le focus sur uniquement ces 100 000-là. Donc, dans les 650 000 dont tout le monde se fiche, il y a tous nos jeunes, parce que nos jeunes ne sont pas morts de la Covid, mais il y en a quand même qui sont morts d'autre chose, de cancer, de maladies, d'accidents, de suicides. Et ça, voilà, ça ne compte pas. Et toutes les autres causes de décès, on n'en parle pas non plus. Donc voilà, ça c'était ce graphique, juste pour remettre les choses en perspective. On est en train de parler de 100 000 morts sur 750 000 en France. Donc, avec les fichiers de l'INSEE et mis en ligne aussi sur datagouv.fr, tous les chiffres que je vous montre sont des chiffres officiels qui viennent soit de l'INSEE, soit de datagouv.fr. Vous trouverez sur Internet à chaque fois en face de mes vidéos les liens pour aller télécharger les vidéos, les méthodes, je mets tout en ligne. Et donc ici, j'ai récupéré les décès estampillés Covid sur datagouv et en face, je vous mets donc ça c'est en bleu, depuis de janvier 2020 jusqu'à avril 2021. Et en orange, ce sont les décès toutes causes de l'INSEE, les mêmes jours sur les mêmes périodes. Et les décès que vous voyez là, ce sont les décès à l'hôpital. Donc ça, je l'ai appelé ça quand la Covid éclipse le reste, on va voir pourquoi. Donc en bleu, ce sont les décès estampillés Covid à l'hôpital chaque jour. Et en orange, ce sont les décès toutes causes à l'hôpital. En termes de nombre, je vais commencer peut-être par la courbe violette. C'était pour me donner une idée de ce qu'était qu'une mortalité normale à l'hôpital. Je me suis basé sur les mois de janvier, février, mars. En janvier, février, mars, on est en période épidémique classique. Donc l'hôpital est évidemment saturé comme tous les ans, avec des difficultés aux urgences respiratoires, etc. Et pendant cette période de mortalité hivernale complètement classique, même plutôt faible en fait pour être précis pour la période, on a autour de 950 personnes qui décèdent à l'hôpital tous les jours. C'est la norme, c'est ce qui est normal. On fait ensuite un calcul d'intervalle de confiance et ça nous dit que voilà, la norme de décès à l'hôpital tous les jours pendant cette période, c'est entre 940 et 960 personnes tous les jours. Ce qui veut dire qu'on peut considérer comme étant une mortalité anormale quand on a plus de 960 personnes qui décèdent à l'hôpital sur une même journée. Donc, il se trouve qu'en effet, entre le 18 mars et le 18 avril, ce seuil de 960 décès par jour, il a été franchi à l'hôpital tous les jours, là, pendant un mois. Et on a atteint un pic de 1345 décès à l'hôpital le 31 mars 2020. Toujours pendant cette période, donc le nombre de décès moyens à l'hôpital qu'on a connu en France, il était de 1150 par jour en moyenne, soit 200 de plus en moyenne par jour que ce qu'on avait d'habitude pendant la période hivernale. Mais pendant cette période, ont été déclarés Covid en bleu, en moyenne 370 décès par jour. Donc, on a connu plus de 100, mais on avait une déclaration de 370 en moyenne. Ce qui veut dire que là, on a un souci. On a plus de déclarations Covid que de mortalité en plus par rapport à d'habitude. Pour mieux voir les choses, je vous propose, on va faire le même graphique, mais je ne vais pas cumuler. Je vais enlever la courbe bleue de la courbe orange de façon à bien avoir les 100 Covid tout seul. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'à partir du 18 mars, à partir du moment où on commence à compter des décédés Covid à l'hôpital, il y a les morts hors Covid, eux, commencent sérieusement à baisser. On a un transfert d'attribution des décès, dès toutes causes, vers la Covid. On voit clairement à partir du 18 mars, la courbe bleue qui augmente pendant que la courbe orange diminue. Et cette tendance-là, elle est assez forte et elle se reproduit ensuite avec ce qu'on a appelé la deuxième vague, qui est à partir de novembre, où dès qu'on a commencé à attribuer des décès à la Covid, en fait, le reste des maladies a commencé, l'attribution des décès aux autres maladies a sérieusement diminué.
Bon, c'est même assez ridicule ce qu'on voit à partir de novembre, puisque, en disant qu'à l'hôpital, quand il n'y a pas d'épidémie, que tout va bien, il décède à peu près 800 décès par jour. Il y a à peu près 800 décès par jour à l'hôpital quand il n'y a pas d'épidémie, qu'on est en période normale. C'est dû à notre démographie, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais ce que vous pouvez voir, c'est que normalement, la mortalité hivernale, comme l'année dernière en début 2020, elle devrait remonter pour se retrouver autour de 1000, parce qu'il y a toutes les différentes épidémies, les épidémies grippales, etc., qui arrivent. Il y a aussi des phénomènes d'abandon des personnes âgées qui sont beaucoup plus forts en période hivernale. Enfin, il y a énormément de facteurs qui augmentent la mortalité en hiver. Mais là, à l'hôpital, on ne voit absolument rien. On ne voit aucune surmortalité à l'hôpital, mis à part tout ce que l'on attribue à la Covid-19. Ça veut dire que à partir de novembre 2020, absolument toute la surmortalité hospitalière a été attribuée à la Covid-19. C'est comme si il n'y avait absolument aucune maladie hivernale autre que la Covid-19. Tous les morts sont attribués à cette maladie uniquement. Donc je ne sais pas qui peut encore croire qu'il n'existe plus qu'une seule maladie hivernale en France et que c'est celle-ci. Si on veut être un peu sérieux et qu'on veut se dire que ce qu'on pourrait éventuellement envisager d'attribuer à la seule Covid-19, c'est une mortalité différente de d'habitude, ce qu'on appelle la surmortalité, c'est-à-dire qu'il faut compter le nombre de décès que l'on a au-dessus des 961, qui sont la mortalité habituelle vue pendant l'hiver 2020, enfin début de l'hiver 2020, quand il n'y avait pas encore la Covid. Si on fait ce calcul-là, on tombe sur à peu près 23 000 décès. On a une surmortalité d'environ 23 000 personnes sur l'année 2020 qu'on pourrait commencer à envisager d'attribuer à la Covid ou à tous les autres facteurs qui vont avec. Mais pendant cette période-là, Santé publique France et le gouvernement nous disent qu'il y a 70 000 décès Covid. C'est-à-dire que dans ces 70 000 décès Covid, il y en a près de 50 000 qui sont dans la mortalité complètement normale de l'année en période hivernale. Donc, il ne s'est absolument rien passé pour ces 50 000 personnes qui seraient décédées de toute façon à l'hôpital, comme on le voit d'habitude. Donc ça, c'est vraiment énorme comme chiffre. Donc, dans les 100 000 qu'on annonce, de décès, il y a 70 000 décès à l'hôpital. Mais moi, enfin, en termes de surmortalité, je n'en vois que 23 000 sur ces 70 000. On peut même aller un petit peu plus loin, assez brièvement, mais je ne sais pas si vous savez, il y a une étude extrêmement intéressante réalisée par deux personnes qui s'appellent Cauchemez et Fontanet. Et cette étude-là nous apprend, donc elle a été diffusée, je crois, au mois de mai 2020, et ils nous apprennent, voilà, très, très, très fiers d'eux et de ce qu'ils ont trouvé et de leurs mesures, que sur la période de mars-avril, il y a 17% des personnes arrivant à l'hôpital qui sont décédés, Covid-19, je veux dire, qui sont décédés dès leur premier jour d'arrivée à l'hôpital. Donc c'est tellement énorme dans leur modélisation qu'ils font, qu'ils sortent ces personnes-là de leur modélisation pour expliquer qu'en fait, il y a un Covid fulgurant qui tue les gens en 24 heures. C'est assez incroyable à lire. Je vous le conseille. Mais en fait, ce qu'ils montrent avec leurs chiffres, c'est qu'on a 17% des personnes arrivant à l'hôpital qui arrivent trop tard. Enfin, la lecture est extrêmement simple. Voilà, quand vous avez une masse de personnes qui arrivent et qu'on n'a même pas le temps de les enregistrer qui sont déjà décédés, c'est clairement que voilà, il y a un défaut de prise en charge et qui sont arrivés trop tard. Je vous rappelle que le mois de mars-avril, ça fait 2 mois à peu près il me semble, que les médecins ont interdiction de prescrire et qu'on a dit aux gens, quand ils étaient vraiment très malades, de rester chez eux avec de Doliprane et de venir à l'hôpital que quand ils ne pouvaient plus respirer. Donc au bilan, quand on vient à l'hôpital et qu'on ne peut plus respirer, globalement, on meurt, quoi. Finalement, ce que nous apprend cette étude de Cauchemez et Fontanet, c'est que quand on n'est pas soigné, finalement, on meurt plus. Et donc, sur cette période-là, les personnes, ici, la surmortalité que je calcule en violet sur cette période-là, c'est à peu près 6 000 personnes. Et d'après ce qu'ont calculé Fontanet et Cauchemez, le nombre de personnes qui sont décédées dès leur premier jour d'hôpital, ça doit représenter à peu près 3 000 personnes. Donc, on a la moitié de la surmortalité, c'est écrit dans leur propre étude. Enfin, ils ne vont pas jusqu'à écrire les mots, mais ils mettent tous les chiffres à disposition, qui montrent que finalement, on a la moitié des gens qui sont juste des gens qui sont arrivés trop tard. Et voilà, il suffit de se demander qui est-ce qui a pris cette décision-là de dire aux gens de ne pas se soigner, d'interdire aux médecins de prescrire et de venir à l'hôpital trop tard. Enfin bref. On peut même aller un peu plus loin. Je me suis posé la question de savoir, voilà, qu'est-ce qu'on pouvait considérer comme étant arrivé trop tard. Parce que sur leur graphique, on peut tout extraire. Et si on considère qu'arriver trop tard à l'hôpital, c'est mourir dans les 3 jours, eh bien, on explique 100% de la bosse que vous voyez ici. Donc, si jamais on se disait, tout à fait entre nous, que les personnes arrivant à l'hôpital à cette période et qui sont décédées dans les 3 jours sans qu'on puisse les rattraper, ce sont des personnes
qui sont arrivés trop tard, ça veut dire qu'on explique absolument toute la bosse de surmortalité hospitalière en période de mars-avril et qu'il n'y en a plus. Donc, personnellement, je serais extrêmement heureux que Cochemez et Fontanet nous refassent la même étude avec les mêmes comptages à partir de novembre pour savoir exactement qui sont les personnes dans toute cette surmortalité qui, encore une fois, sont arrivées trop tard à l'hôpital. Enfin voilà. Donc, s'ils pouvaient refaire la même excellente étude sur cette période-là, j'en serais ravi. Maintenant qu'on a vu l'hôpital et qu'on a vu la surmortalité, et en particulier celle de mars-avril qu'on peut expliquer, passons aux deux autres lieux qu'on peut étudier, les EHPAD et les décès à domicile. Donc les EHPAD, c'est le deuxième endroit sur lequel on attribue des décès Covid et sur lequel on peut télécharger les données sur Santé publique France. Alors j'ai appelé ça quand on ressuscite de la Covid-19, parce que si vous avez le bonheur d'aller télécharger des données et que vous faites un peu plus que regarder juste les jolis graphiques cumulés, vous vous rendrez compte qu'il y a pas mal de jours où sur data.gouv.fr, donc les remontées de décès sont négatifs. De mémoire, on doit avoir un record de décès négatifs, ça doit être le 19 mai à moins 327, donc c'est-à-dire qu'on annonce 327 ressuscités de la Covid le 19 mai dans les EHPAD. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. On va la prendre comme ça. Donc, ce qui se passe, c'est que dans les EHPAD, il y a eu énormément de comptage, de surcomptage, de doublonnage, et qu'il y a des effets de rattrapage qui se voient, et donc il y a plein de jours en négatif. Donc, quand j'ai traité les décès, vous les voyez pas, parce que les jours en négatif, je les ai retranchés, parce que la plupart du temps, juste avant, on voit un jour qui est extrêmement positif, sur lequel on se dit que le gros négatif qu'on voit après, c'est certainement un surcomptage de ce jour-là. Bon, bref. Du coup, en orange, vous avez les décès Covid, et journalier, quotidien, et en bleu, les décès toutes causes aussi quotidiens. Et là, on observe quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est-à-dire que sur la période de mars-avril pour les EHPAD, quasiment, pas absolument, on va dire quasiment tous les décès en EHPAD en mars-avril ont tous été attribués à la Covid-19. Donc ça, c'est hyper intéressant. Je ne sais pas qui peut croire qu'en mars-avril, absolument toutes nos personnes âgées sont toutes décédées de la Covid-19, mais ça n'a absolument aucun sens. Donc c'est pour ça que moi, à la base, je veux pas utiliser ces chiffres de décès de la Covid qu'on trouve un peu partout, puisque c'est un comptage bien évidemment politique, puisqu'à l'intérieur, c'est de la manière dont on compte, dont on va trouver les résultats. Donc là, ce qu'on voit, c'est que le comptage des décès Covid en EHPAD, c'est juste n'importe quoi, puisqu'on y met absolument tout le monde. Bon, il se trouve que dans cette surmortalité de mars-avril, hein, il y a d'autres médicaments qui ont été distribués aussi aux personnes âgées avec un fameux décret. Il me semble que c'est quelle date, le 23 avril, le décret Rivotril. Donc, on ne sait pas très bien ce qu'on compte à ce moment-là. Est-ce qu'on compte vraiment des personnes qui sont décédées naturellement d'autres choses ou des personnes qu'on n'a pas soigné, mais qu'on a accompagné pour passer de l'autre côté. Enfin bref, c'est pas beaucoup plus reluisant à partir de novembre, mais on constate quand même qu'ils ont fait un peu un effort pour mettre un peu le holà sur les EHPAD qui mettaient vraiment tout le monde au Covid pour trouver une tête un peu plus normale. Bon, on voit même que dans les EHPAD, on est même mort jusqu'à mi-mai de la Covid, alors que France entière, il n'y avait plus un cas ni aucun décès à partir du 1er mai. Enfin bref. Donc voilà, pour les EHPAD, on peut faire aussi un petit exercice de surmortalité. Hein, de manière classique, tous les jours, il meurt 227 personnes tous les jours dans les EHPAD. Donc, il n'y a que ce qui est au-dessus qui peut être considéré comme surmortalité. Donc, Santé publique France dit 26 000, mais en surmortalité, j'ai que 16 000. Et encore, je pense que là, on est vraiment en surestimation en plus, parce que dans les EHPAD, il y a un phénomène qui est assez connu, qui est le fait qu'ils sont en flux tendu. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une personne qui décède dans un EHPAD, elle est immédiatement remplacée. Ce qui veut dire que dans les EHPAD, et elle est remplacée par une personne dont les probabilités de décès sont quand même pas nulles, ce qui fait que plus on a de décès dans les EHPAD, plus on a de décès parce que plus on fait rentrer le monde qui a les probabilités de décéder. Donc là, en mettant 16 775, on est tranquille sur le fait d'annoncer une surmortalité qui n'est pas déconnante. Donc en tout, si j'additionne ce que je viens de trouver pour les hôpitaux d'un côté et les EHPAD de l'autre, je ne suis pas du tout à 100 000, mais je suis à peu près 40 000. Donc je suis à moins de la moitié. Moins de la moitié, je ne sais pas encore si je dois l'attribuer à la Covid-19 ou pas. Je sais qu'à l'intérieur, il y a des décès Covid-19, mais ils peuvent être décédés d'autres choses. Mais là, maintenant, pour se donner une idée de ce qui s'est passé, je vous montre les décès à domicile. Donc ça, je trouve ça extrêmement intéressant aussi. Les décès à domicile sont qu'à l'INSEE, parce que Santé publique France n'attribue
aucun décès de la Covid-19 pour les gens décédés à domicile. Si vous êtes les gens décédés de la Covid-19 pour Santé publique France, c'est soit à l'hôpital, soit en EHPAD. À domicile, il n'y a pas de décès de la Covid. Évidemment, il ne faudrait pas dire qu'on ne prend pas en charge les gens. Mais pourtant, si vous regardez ce graphique des décès quotidiens à domicile, donc qui sont des décès toutes causes, il a bien exactement la même tête que les décès à l'hôpital ou que les décès des EHPAD. Donc, c'est-à-dire que les gens à domicile décèdent exactement de la même manière aux mêmes périodes que les décès à l'hôpital ou des EHPAD. Et pourtant, ils n'ont jamais été étiquetés Covid. Et vu la pression qu'il y a à se faire diagnostiquer Covid, c'est quand même un peu fort de café de dire que toute cette mortalité, c'est de la Covid invisible. Mais bon. En tout cas, on voit des choses intéressantes, notamment sur la période de mars-avril. Je l'explique dans une de mes vidéos, mais si vous allez télécharger le bulletin hebdomadaire de Santé publique France, qui doit être du 17 mai, Santé publique France nous explique que toutes les semaines, pendant la période de confinement, ils ont vu en moyenne France entière qu'il manquait à peu près 300 personnes aux urgences AVC, toutes les semaines, et 300 personnes aux urgences cardiaques. Sur la période, la surmortalité française est à peu près de 6000 personnes, et les personnes qu'il a manquées aux urgences AVC et cardiaques, c'est aussi 6000 personnes. Donc cette bosse-là, qu'il y en a qui peuvent dire, ben voilà, c'est la Covid puisque c'est au même endroit, il se trouve que c'est à l'endroit où les urgences ont remonté qu'il manquait des gens qui, du fait du confinement, n'allaient pas se faire soigner, et notamment pour des urgences cardiaques et AVC. Donc encore une fois, il n'y a rien qui nous montre que même si c'est à la même période, il s'agit de personnes qui ont la Covid, cette surmortalité, ou plutôt de personnes qui, du fait du confinement, parce qu'on est en plein confinement, ne sont pas allées se faire soigner à temps. Et toute cette surmortalité, et bon, on peut faire le même raisonnement ensuite pour le deuxième confinement à partir de novembre, et tout ce qui se passe depuis novembre. Et toute cette surmortalité à domicile, elle compte pour 23 000 personnes. Donc 23 000 personnes en surmortalité, dont on voit des effets quand même qui arrivent au moment des différentes mesures, et donc qui n'ont jamais été estampillés Covid, et pour cause, qui sont à mettre en face des 40 000 de surmortalité dans les EHPAD et dans les hôpitaux où on annonce de la Covid. Donc là, en ratio bénéfice-risque, même si on attribuait tout à la Covid à l'hôpital et dans les EHPAD, on n'est quand même pas terrible si on considère qu'il y a 23 000 personnes qui sont décédées parce qu'on les a laissées sur le carreau en faisant le tri par les décisions qu'on a prises. Et donc voilà les trois messages à retenir lorsque l'on regarde en faisant le bilan de ce qui se passe sur les différents décès de la Covid-19 et des toutes causes. À l'hôpital, on observe une surmortalité, mais on doit se poser la question du fait que les gens ont été probablement pris en charge bien trop tard, et ça c'est grâce à l'étude de Fontanet et Cauchemez, et qui expliquerait la surmortalité hospitalière. Il y a les décès dans les EHPAD qu'on ne sait pas très bien attribuer, mais où il y a eu certaines décisions qui ont été prises, et donc il faut mettre en perspective. Et enfin, les décès à domicile, qui sont la preuve de personnes que l'on ne prend pas en charge du fait des décisions qui sont prises. Merci beaucoup, Pierre, mais c'est d'une limpidité absolue.